Vincent Bolloré, figure emblématique du capitalisme néolibéral français, incarne une influence tentaculaire et opaque qui s'étend sur les médias, la logistique et les télécommunications. À la tête de son empire, Bolloré manipule les rouages du pouvoir économique et politique avec une habileté redoutable. Son sourire affable cache un stratège impitoyable, capable de remodeler des industries entières selon ses ambitions personnelles. Ses méthodes controversées en Afrique ont redessiné à son avantage les cartes géopolitiques, tandis que son emprise sur les médias semble déjà avoir sonné le glas de l'indépendance journalistique. En quelque sorte, son néocolonialisme débridé s'attaque à tous les pays, mais également aux esprits. Vincent Bolloré est une figure aussi fascinante qu'inquiétante. Son ombre plane sur notre avenir via les nombreuses entreprises qu'il contrôle et son influence sur les démocraties. Il mène, comme il l'a lui-même précisé, un combat civilisationnel. Selon le journal Le Monde, le ralliement du président de LR, Éric Ciotti, au RN, a été d'abord le projet d'un homme, celui de Vincent Bolloré, propriétaire entre autres du groupe Canal, de CNews et du JDD, média catégorisé à l'extrême droite. Et si vous vous demandez c'est quoi qu'être d'extrême droite et qu'est-ce qu'il définit, ou vous pensez peut-être que j'ai tort de qualifier ainsi ces médias, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le sujet qui vous explique absolument tout dans les détails. Comment un milliardaire breton s'est-il retrouvé au cœur de la vie politique? Eh bien pour cela, il faut revenir à l'ascension de Vincent Bolloré dans le monde des médias. Elle remonte à la création des chaînes de la télévision numérique terrestre TNT au début des années 2000. Son emprise a été construite à partir d'une fréquence qui lui a été attribuée gratuitement par la puissance publique. En 2002, Vincent Bolloré a réussi à obtenir gratuitement la fréquence de Direct 8, puis il a racheté Virgin 17, qui devient Direct Star. Quelques années plus tard, il a réussi un coup assez incroyable, refiler Direct 8 et Direct Star au groupe Canal+, en échange de 465 millions d'euros d'actions de l'entreprise qui contrôle Canal+, le groupe Vivendi, dont à ce moment-là, il devient le principal actionnaire. Le loup venait d'entrer et surtout de s'assurer du contrôle de la bergerie qu'il allait commencer étape par étape à dévorer inlassablement. J'ai vendu D8 il y a 2 ans à Canal+, et grâce à cette vente, je me retrouve à la tête de Canal+, et donc, à nouveau, de D8. C'est savoureux, non? Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. On compare souvent son emprise à celui de Robert Herzan, un ancien collabo devenu député puis leader de presse qui assumait vouloir soutenir la droite à travers ses médias. Mais pour Alexis Lévrier, qui est un historien de la presse et maître de conférences à l'université Reims-Champagne-Ardenne, qui nous a d'ailleurs grandement inspiré à la construction de cette vidéo, eh bien le soutien de Vincent Bolloré à l'extrême droite le rapproche davantage de l'industriel de la parfumerie de l'époque, François Coty, dont les idées étaient acquises à celles de Mussolini. Durant l'entre-deux-guerres, Coty puisait dans sa fortune personnelle pour créer et financer des journaux comme L'Ami du Peuple, qui est un quotidien ouvertement xénophobe et antisémite, qui se vendait jusqu'à 1 million d'exemplaires en 1930. Il soutenait également, financièrement et intellectuellement, des titres plus anciens qui ne lui appartenaient pas forcément, comme l'Action française, qui bien sûr est liée au mouvement éponyme, né dans le contexte de l'affaire Dreyfus, une des ligues d'extrême droite les plus virulentes. Il parvient aussi à transformer des journaux conservateurs, comme Le Figaro ou Le Gaulois, en relais pour ses idées nauséabondes, xénophobes, antisémites, et d'idées de renversement de la République, faisant ainsi le lit pour le régime de Vichy et la collaboration qui allait suivre. Et il y avait aussi son homologue du côté allemand dans la même période, et c'était Alfred Hugenberg, qui avant d'être un homme politique, a d'abord été un magnat des médias. Il a pris le contrôle de plusieurs journaux, agences de presse et maisons d'édition, formant ainsi un empire médiatique influent en Allemagne dans les années 30. Et ces médias traitaient des mêmes sujets en boucle. Hugenberg utilisait ces médias pour promouvoir une vision nationaliste de l'Allemagne, insistant sur la nécessité de restaurer la grandeur de la nation allemande après les humiliations subies à la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles. Il prônait le renforcement de l'identité nationale et de la défense des intérêts allemands contre les influences étrangères. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Hugenberg était aussi un fervent adversaire des mouvements de gauche et de la social-démocratie. Il plaidait pour le maintien de l'ordre traditionnel et s'opposait aux réformes sociales et politiques progressistes. Est-ce que tout ça ne vous rappelle toujours rien ? Les publications de Hugenberg incluaient souvent des contenus antisémites, blâmant les juifs pour tous les problèmes économiques et sociaux de l'Allemagne. Ça ne vous rappelle toujours rien ?
rien là? Et cette rhétorique a normalisé les préjugés antisémites dans la société allemande de l'époque. Hugenberg voulait même un gouvernement plus autoritaire et plus fort pour diriger l'Allemagne et rétablir l'ordre en limitant l'autorité du Reichsrat, le Parlement allemand, dernière protection du peuple pour sa démocratie. Alfred Hugenberg a définitivement été, dans le courant des années 30, une chambre d'écho importante pour qu'advienne l'un des pires moments de l'histoire de l'humanité. Quelles sont les idées de Bolloré? Un siècle plus tard, si les époques ne sont pas les mêmes, Bolloré peut à certains égards être considéré comme l'héritier de François Coty. Il est lui aussi un industriel qui a décidé de se construire un empire médiatique au service d'un projet politique, culturel et donc civilisationnel. Mais son empire, Vincent Bolloré l'a construit avec beaucoup plus d'habileté et de cohérence que François Coty, en comprenant réellement comment fonctionne le pouvoir de l'influence des médias, même si, niveau rentabilité, malgré ce qu'il en dit, les chiffres n'affichent pas de bons résultats ces dernières années. Et c'est encore plus dangereux parce que les bénéfices ne semblent pas être son objectif. Bolloré s'inscrit ainsi clairement dans une vision de la France comme un pays menacé par la présence en son sein d'étrangers inassimilables. Et cette question, eh bien, il ne se la posait pas en Afrique quand il a imposé sa vision et ses valeurs alors qu'il n'était pas chez lui. Que cela soit avec les colons d'antan ou les néocolons comme Bolloré, que cela soit à domicile ou à l'extérieur, le principe est le même. Imposer sa vision du monde, ses valeurs et ses désirs, sous couvert de la loi du marché, mais revenons-en surtout au sujet. Au sein des médias du groupe Bolloré, la rhétorique et le vocabulaire employés rappellent douloureusement les pires œuvres de Coty. Le 15 juin, les intervenants de l'émission L'Heure des pros ont par exemple évoqué le retour d'une anti-France qui menacerait le pays. La veille de son émission hebdomadaire, Philippe de Villiers avait invité les Français à ne plus écouter le parti de l'étranger. C'est une rhétorique copier-coller des journaux d'extrême droite de l'entre-deux-guerres qui ont mené à ce que vous savez. En fait, d'une période à l'autre, de cette fameuse moment d'avant-guerre, de terreau fertile du racisme et du fascisme avant la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, eh bien la différence c'est que seule l'identité de l'ennemi de l'intérieur a changé. Beaucoup d'éditorialistes de CNews ou du JDD sont obsédés par la défense d'une nation blanche et chrétienne. Et par rapport à leurs confrères des années 30, dans leurs imaginaires aujourd'hui, dans leurs schémas mentaux, c'est la haine des musulmans qui a remplacé la haine des juifs. Comment la chaîne Canal+ marque-t-elle un basculement? Et quels sont les mécanismes propres à Vincent Bolloré? Vincent Bolloré a quelque part réussi là où Coty avait échoué. En achetant le groupe Canal+ en 2016, il s'est d'abord débarrassé des deux émissions qu'il déteste le plus, l'humour corrosif et les enquêtes journalistiques. Les Guignols ont ainsi disparu après 30 ans d'existence de l'antenne. Et c'est aussi le cas du zapping et des émissions d'investigation. De leur côté, entendant les bruits de bottes de Bolloré, l'équipe du petit journal animé par Yann Barthès, qui a intéressé toute une jeunesse à la politique par sa ligne éditoriale à la fois humoristique, caustique, humaniste et antiraciste, tout en dénonçant les mensonges et les techniques de manipulation des politiques, a cherché asile au sein du groupe TF1 pour devenir quotidien sur TMC. Quand la loi est l'arme des puissants, eh bien la justice devient le bâillon des opprimés. Vincent Bolloré n'aime pas qu'on se mêle trop de ses affaires. Il suffit d'ailleurs de voir la réaction explosive, je dirais même épidermique, qu'a eu Cyril Hanouna lorsque le député Louis Boyard a abordé ses affaires. On parlait du groupe Bolloré, tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Attends Cyril, t'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Non mais Est-ce là que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? On n'a pas le droit de critiquer Bolloré, Bolloré qui fait son beurre. Faire un coup médiatique, ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je te dis, j'ai pas le droit de te ça contredire. devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. Est-ce qu'il n'y aurait pas un climat de peur du grand Manitou? Car il est du reste un grand spécialiste des procédures bâillons. Il tente de bâillonner les médias qui enquêtent sur lui ou ses sociétés. En ont fait les frais Mediapart, France Inter, France 2, France Info, Bastamag. Et Vincent Bolloré ne le fait jamais pour gagner. Il veut juste vampiriser le temps et l'énergie des journalistes ou des anciens collaborateurs pour les dissuader de continuer et d'envoyer un signal très clair à ceux
qui souhaitent en faire de même. Et c'est d'ailleurs le cas de Jean-Baptiste Grivoire, ancien rédacteur en chef sur Canal+, qui a vécu l'enfer. Tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort. Dans 25 ans, vous faites un tweet que Vincent Bolloré trouve maladroit. Il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans. Il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe. Et nous n'échappons pas à cette règle. Même ici sur YouTube, nous prenons des risques à faire cette vidéo. Si elle a le malheur ou le bonheur de partir en viral et de faire énormément de vues, eh bien nous pourrions nous aussi recevoir une assignation en justice. Et si jamais c'est le cas, je crois qu'il va vachement falloir nous aider sur Tipeee. Après le rachat de Canal+, c'est au tour d'ITélé de voir son avenir mis en péril. Après une grève de plus d'1 mois, le départ de 3/4 de la rédaction, eh bien la chaîne d'information en continu est rebaptisée CNews et se transforme en média low cost qui privilégie les commentaires en plateau, qui, rappelons-le, coûtent moins cher que des reportages et du travail de terrain. Alors très vite, la ligne éditoriale évolue et la chaîne accueille de manière de plus en plus systématique les idées et éditorialistes d'extrême droite, à l'image d'Éric Zemmour, qui obtient même une émission quotidienne à partir de 2019. Les audiences, d'abord confidentielles, n'ont cessé d'augmenter à mesure que la ligne éditoriale se radicalisait. Et en 2024, CNews est même devenue la chaîne d'information la plus regardée, devant France 24, LCI et même BFM TV. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Et là, je dois absolument vous partager mon expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le monde des médias et de la radio. J'animais les Libre Antennes de Fun Radio en Belgique et puis même en France, ou encore les émissions de Libre Antenne sur Énergie et Tarmac. L'ADN de ces émissions que j'animais était de donner la parole à des auditeurs. Et forcément, notre travail était principalement de faire de l'audience. Et parfois, un auditeur pouvait balancer des stéréotypes ou même était capable de tenir des propos carrément racistes à l'antenne. Alors systématiquement, lorsque ça se produisait, on recadrait tout, mais on remarquait quand même que les vues et les streams en temps réel augmentaient, que les gens restaient plus longtemps. Oui, déjà il y a 10 ans, avoir une personne polarisante à l'antenne créait un afflux de SMS ou d'appels pour contredire ou affirmer. Et de mon expérience, et c'est éprouvé dans la vie réelle, la polarisation dans les médias crée de l'audience. Et c'est le principal argument de défense de Bolloré vis-à-vis des multiples sanctions de l'Arcom envers Cyril Hanouna. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs jeunes qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je suis pas sûr. Ou encore même la justification d'avoir sur antenne Éric Zemmour, plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement clair et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Et c'est là tout le problème. Est-ce qu'il est normal de tolérer des personnes clivantes à l'antenne sous prétexte qu'elles valorisent le modèle économique sur lequel elles sont? Bien aujourd'hui, les médias sont littéralement partis en roue libre. Car oui, plus l'audience est élevée, plus les revenus publicitaires le sont. Alors, imaginez quand ça poursuit un but politique civilisationnel comme l'a dit Bolloré, eh bien il est 2 fois gagnant et la démocratie 2 fois perdante, car le public, malheureusement, s'habitue aux propos, il perd en nuances et en esprit critique, et là, c'est trop tard, la haine est là. Oui, tout est clair. Cela se déroule en ce moment même, sous nos yeux. Sur la question de la liberté de la presse. On voit à l'œuvre un prédateur, M. Bolloré, qui achète des journaux et dans une connivence idéologique et politique avec le Rassemblement national. En quelques années, Bolloré a ainsi réussi à inverser les valeurs et l'identité du groupe Canal+. Il y avait vraiment un esprit Canal qui était plutôt contestataire, critique de la gauche comme de la droite, bien que résolument ancré à gauche, et qui ne donnait jamais, mais alors là, jamais la parole à l'extrême droite. Et aujourd'hui, eh bien on en est bien loin. Après Canal, Bolloré a enchaîné avec Europe 1 et plus encore avec le journal du dimanche. Pour reprendre cet hebdomadaire, mais aussi Paris Match et les magazines du groupe Prisma, il a su exploiter la crise du Covid qui a entraîné le désengagement de Bertelsmann, qui est un géant allemand des médias, et fragilisé le groupe Lagardère, dont il a peu à peu pris le contrôle. Et alors c'est resté très discret, mais dans ce groupe, il y a également ceci. Hachette. Oui. En contrôlant le groupe Hachette, Bolloré contrôle ainsi l'édition des dictionnaires Larousse, ainsi que des livres scolaires pour enfants. Mais Bolloré cherchait un contrôle encore plus grand sur la culture française et plus largement francophone. Il voulait fusionner Editis,
dont il était le propriétaire, qui est la deuxième plus grosse maison d'édition de France, avec le groupe Hachette, la première maison d'édition de France qu'il venait d'acquérir. Et heureusement, Antoine Gallimard, président des éditions du même nom, et Françoise Nyssen, la patronne d'Actes Sud, rapidement suivie par les syndicats de libraires et les acteurs de la distribution, ainsi que des auteurs et bien d'autres, se sont mêlés de l'affaire et ont sonné l'alerte. Et c'est grâce aux lanceurs d'alerte, justement, que la Commission européenne à Bruxelles a eu vent de l'affaire et a alors contraint Vincent Bolloré à céder sans entourloupe Editis. Pour l'instant, on l'a véritablement échappé belle, mais il semblerait que les intentions de Vincent Bolloré soient claires. Mais revenons à ce qui s'est passé avec le JDD. Plus encore que CNews et Europe 1, c'est le modèle presque parfait de la méthode Bolloré. Alors qu'il s'agissait d'un titre modéré, réputé proche du pouvoir, Bolloré nomma à sa tête Geoffroy Lejeune, un journaliste et chroniqueur français d'extrême droite, qui jusqu'alors dirigeait Valeurs Actuelles. Et la ligne éditoriale du JDD s'est retrouvée du jour au lendemain immédiatement inversée. Je ne vous ai même pas parlé du groupe publicitaire Havas qui pousse à la surconsommation, qui est détenu par Bolloré, où ils sont obligés de diffuser CNews à la cafétéria. Oui, je suis très sérieux, j'ai ça de source sûre d'une personne qui a vécu l'enfer pour empêcher que ça se produise et qui s'est barrée de là-bas. Détachez-moi. Je veux vomir. Assez, je vais vomir, je vous dis. Il faut bien mesurer le basculement qui s'est opéré dans l'univers des médias français en moins d'une décennie. Jamais dans notre histoire, les thématiques de l'extrême droite n'avaient été portées par des médias si nombreux et si complémentaires, puisque Bolloré est présent dans la presse écrite, dans la radio, dans la télévision, mais aussi dans l'édition, la communication, la musique ou le cinéma. Et il est même le boss de Dailymotion. Comment s'impose-t-il dans l'espace public ? Vincent Bolloré n'est malheureusement pas le seul à l'origine de ce retour en grâce médiatique de l'extrême droite. Dès 2012, le média conservateur qui était Valeurs Actuelles s'est transformé en vitrine des idées xénophobes et du déni climatique. Les unes à la fois sensationnelles et outrancières, stigmatisantes même, avec des titres comme « Les barbares venus de l'étranger »,« Le danger de l'islam » ou les charlatans de l'écologie, ils ont même été plus loin en se permettant de montrer une élue de la République française, la députée Danielle Obono, en esclave. Ils ont été, à ce titre et à juste titre, condamnés par la justice pour injures racistes. Ces unes ne sont pas sans rappeler les pires unes de la fin du 19e siècle, en pleine affaire Dreyfus, qui par leur illustration raciste et leurs slogans provocateurs ont diffusé à grande échelle cet imaginaire. Et l'exemple le plus connu sont les caricatures antisémites de la libre parole illustrée. Via les kiosques à journaux, ces unes étaient visibles, et même par ceux qui n'achetaient pas ces publications, distillant ainsi leur poison à toute la population. Il faut de ce point de vue souligner l'importance qu'a eu l'acquisition par Vivendi des magasins relais, qui constituait une marque importante du groupe Lagardère et un héritage historique du groupe Hachette. Ces magasins, présents massivement à la fois dans les gares, dans les aéroports et dans les rues, vont permettre à Vincent Bolloré d'imposer encore davantage son idéologie dans nos vies quotidiennes. Et je pousse l'idée encore plus loin, faut-il se poser des questions sur ceux qui représentent justement ces fameuses minorités qui sont ciblées et qui figure aussi sur la chaîne de Bolloré, participant d'une certaine façon à cautionner l'œuvre de Vincent Bolloré sur la montée des extrêmes en France et sur la polarisation et la fracture de nos sociétés. Mais est-ce que Vincent Bolloré ne serait pas le même phénomène que Rupert Murdoch, le fondateur de la chaîne Fox News? Oui, Bolloré rêve d'être un Murdoch français, et comme vous l'avez compris jusqu'ici, il a réussi à construire, tout comme lui, un empire d'une grande diversité, présent dans toutes sortes de médias, et désormais dans plusieurs régions du monde. Bolloré est également proche de Murdoch par sa vision de défendre sa propre vision du monde, sans entrer lui-même en politique, en créant ainsi le narratif, en créant les politiciens, voire même en les instrumentalisant pour qu'ils soient en fait simplement de la chair à canon afin que s'ouvre la fenêtre d'Overton et de rendre les moins désirables d'un temps soudainement beaucoup plus désirables, car au final, il y a pire qu'eux. Et tout ça en cultivant l'art de la discrétion et du secret. Alors que François Coty, dont on a parlé au début de cette vidéo, ou encore plus récemment Silvio Berlusconi ont mis leurs médias au service de leurs ambitions politiques personnelles, Murdoch a passé sa vie à gagner des élections auxquelles il ne s'était pas présenté, jusqu'à amener Donald Trump au pouvoir en 2016. Si vous vous demandez d'où vient l'inspiration du projet de Vincent Bolloré, eh bien vous avez la réponse. Il a par exemple rencontré récemment Éric Ciotti, la veille de l'annonce qui a fait exploser le parti LR, créant une branche pro-RN. Il cherche visiblement à transformer le monde politique à sa guise,
en s'appuyant sur des hommes dévoués qui dépendront en grande partie de lui et de ses médias pour mener à bien leur propre carrière. Garde tes projets en mystère jusqu'à ce que le triomphe dévoile leur histoire. Vincent Bolloré demeure pour le reste en retrait. Il choisit l'esquive ou la dissimulation lors des rares occasions où il doit s'exprimer dans l'espace public. Lors des éditions devant le Sénat en 2022, puis l'Assemblée nationale sur la commission d'enquête sur la TNT en 2024, il n'a pas hésité par exemple à se présenter comme un démocrate chrétien modéré, n'ayant que très peu d'influence sur les médias qu'il possède. Ce ne sont pas mes chaînes. Donc vous pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes, machin, et vous me dites mais c'est vos chaînes. Non, ce ne sont pas mes chaînes. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Je crois à mon avis que le très écolo Saint François d'Assise doit actuellement se retourner dans sa tombe. Mais dans cette course au contrôle de la politique française, Bolloré semble parfois commettre aussi des erreurs. Il vient par exemple de vendre Paris Match à Bernard Arnault, du groupe LVMH, alors que cet hebdomadaire à dimension people est un outil à nul autre pareil pour espérer conquérir le pouvoir. Et cela, comme l'ont compris tous les présidents et presque tous les présidentiables depuis De Gaulle, car le public de Paris Match vote. Pour compenser la perte de Paris Match, Bolloré a déjà prévu de lancer en septembre 2024 un hebdomadaire intitulé JD News et dont le rédacteur en chef devrait être Louis de Ragnel. Encore un transfuge de Valeurs Actuelles qui est actuellement chef du service politique d'Europe 1. La bollorisation des médias et des esprits. C'est quoi ça ? De plus en plus d'analystes parlent aujourd'hui de bollorisation des médias, car l'influence idéologique de Vincent Bolloré s'exerce désormais bien au-delà des médias qu'il possède. Beaucoup de journaux qui ne lui appartiennent pas sont ainsi mis en valeur sur les plateaux TV de CNews et de C8. Des titres comme Causeur, L'Incorrect, Boulevard Voltaire ou encore Livre Noir bénéficient d'une exposition immense alors même que leurs audiences sont assez modestes. Et cette bollorisation passe aussi par un combat culturel, qui est à la fois une bataille lexicale et rhétorique qui malheureusement amène à la faillite du langage et permet de refaçonner les esprits et gagner les imaginaires. Grâce aux effets de boucle qui se créent au sein des médias de Vincent Bolloré, un même terme, même élément de langage pouvant être repris indéfiniment de CNews à Europe 1 ou de TPMP au JDD, le vocabulaire de l'extrême droite se retrouve en effet banalisé et normalisé. Et parmi tellement de mots aujourd'hui dont le sens de base a été complètement tourné, le meilleur exemple est sans doute l'expression « grand remplacement ». Oui, cette expression « grand remplacement » que l'historien Grégoire Kaufmann nous dit ressucer des idées du pape de l'antisémitisme de la fin du 19e siècle, Édouard Drummond. Elle s'est installée dans l'espace médiatique après une invitation de l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus sur le plateau de CNews le 31 octobre 2021. Le grand remplacement, pendant ce temps, se poursuit à une rapidité hallucinante. Ce concept est complotiste. Il n'a absolument aucun fondement scientifique. Personne, à l'échelle mondiale, que ce soit des anthropologues ou des sociologues, ou même du domaine de la recherche, ne reconnaît ce terme comme étant réel. Elle était jusqu'alors rejetée par les grands médias, et après le passage de Renaud Camus dans l'émission d'Yvan Rioufol, l'expression s'est retrouvée utilisée de plus en plus dans certaines sphères au niveau de Twitter, au niveau de YouTube même. L'expression a pourtant été utilisée bien au-delà de la sphère des médias d'extrême droite, au point d'être reprise à son compte par Valérie Pécresse, qui représente quand même LR, une droite républicaine, et elle l'a citée elle-même dans l'un de ses meetings de campagne. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. La dénomination extrême droite elle-même fait d'ailleurs partie intégrante de cette bataille lexicale. L'exemple du passage de Jérôme Bléger à la direction de la rédaction du JDD est assez symptomatique à cet égard. Selon Libération, il exigeait des journalistes de l'hebdomadaire de ne pas employer l'étiquette extrême droite pour désigner le Rassemblement national. Alors que dans cette autre vidéo, que je rappelle, je précise qu'il s'agit du Conseil d'État. C'est eux qui ont confirmé que le RN était bel et bien, encore et toujours aujourd'hui, un parti d'extrême droite. Une partie du monde politique porte également une responsabilité dans cette bollorisation. Emmanuel Macron, le premier, a ainsi contribué à légitimer les médias identitaires de Bolloré, non par adhésion idéologique, mais aussi, nous dit Alexis Lévrier, pour installer un face-à-face avec l'adversaire qu'il s'est lui-même choisi. Rappelons par exemple ces deux interventions dans l'émission de Cyril Hanouna en avril et décembre 2017, avant les présidentielles. Et permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et puis à tout votre public. Rappelons surtout qu'il a accordé une grande interview à Valeurs Actuelles en octobre 2019, dans des conditions plus que privilégiées, puisque Louis de Ragnel était le seul à ses côtés dans l'Airbus présidentiel, alors même qu'il n'avait pas accordé d'entretien au journal Le Monde depuis 2017. Dans la période de crise politique que nous vivons depuis la dissolution et les élections législatives, cette bollorisation s'intensifie dans des proportions singulières.
des journaux, en principe modérés comme le Figaro, semblent de plus en plus tentés de se rallier à la ligne voulue par le patron de Vivendi. Au lendemain de leur rencontre entre Vincent Bolloré et Éric Ciotti, le directeur des rédactions du journal, Alexis Brézet, a à peine donné l'impression de défendre ce projet d'union des droites dans sa chronique quotidienne pour Europe 1. Si aux législatives, les choses se passent comme aux européennes, 2 candidats LR, j'ai bien dit 2 sur 577, peuvent, sans accord avec le RN, être présents au second tour. Si les choses se passent comme ça, ceux qui aujourd'hui l'accablent se diront peut-être que le choix intéressé d'Éric Ciotti n'était pas si mauvais. La manière dont le groupe Bolloré déteint sur d'autres titres de presse ou sur le monde politique en général donne le sentiment qu'il façonne l'espace médiatique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et dans lequel il veut qu'on se retrouve aujourd'hui. En l'état, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un phénomène transitoire ou durable, mais la crise politique que nous vivons prouve en elle-même que le combat civilisationnel mené par Vincent Bolloré porte malheureusement ses fruits avariés. Comment faire basculer la tendance ? Il demeure heureusement des contre-pouvoirs en France, même si ces derniers font l'objet d'attaques régulières. Pensons à certaines institutions comme le Conseil constitutionnel, qui est le plus grand protecteur de notre démocratie, qui protège la population de toute dérive présidentielle ou de toute dérive d'une majorité à l'Assemblée nationale. En bref, le Conseil constitutionnel, en fait, nous permet simplement de protéger le peuple avec les valeurs de la République. Eh bien, un candidat RN a annoncé qu'il fallait s'en débarrasser. S'il y a un Conseil constitutionnel demain, soit on le supprime, purement et simplement, et on a vécu avant sans Conseil constitutionnel. Donc, Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voici ce qu'est le fascisme. Mais il y a d'autres institutions qui sont touchées, le Conseil d'État ou encore l'Arcom, qui malheureusement, cette dernière, comme d'autres outils de régulation des médias, manquent aujourd'hui de moyens humains pour mener à bien leur mission. Une loi fondatrice comme celle de 1986 sur le pluralisme des médias qu'a défendu jusqu'à sa mort en juin dernier malheureusement le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire, qui avait récemment été mis à mal par des sénateurs LR espérant l'affaiblir sans se rendre compte qu'en agissant de la sorte, ils renforçaient le RN qui est littéralement le fossoyeur de leur parti. Il reste cependant des espaces de résistance, notamment dans la presse indépendante comme Mediapart, Blast, Le Média, dans les journaux détenus par des manias qui respectent le travail de leur rédaction ou encore ici même sur YouTube. Et il est important aujourd'hui, face à ces milliardaires qui investissent des idées nauséabondes dans le but de pouvoir perpétuer leur schéma de pensée, de se mobiliser également en filant des dons. Vous êtes la résistance. Et le moindre don que vous pouvez donner à ces chaînes, à ces médias, est d'une aide précieuse pour la démocratie, pour votre futur. Et nous, sur Limite, bien sûr, on est encore assez modeste, mais vous n'imaginez pas à quel point votre aide est aussi nécessaire. Vous avez les liens Tipeee et Pepami pour ceux qui le désirent en description. La période que nous traversons est particulièrement inquiétante, mais il faut espérer que la presse française saura faire preuve de résilience pour, je l'espère, renaître plus forte, comme elle l'a fait en 1944, il y a 80 ans. Dans cette vidéo, vous comprenez maintenant tout le plan d'action de Vincent Bolloré et de son emprise tentaculaire. Le savoir est une arme et il le sait, mais surtout nous le savons aussi. Et ça se partage, le savoir. Envoyez cette vidéo à un maximum de gens autour de vous. Plus nous mettons à jour sa stratégie, plus nous pouvons l'en empêcher. Espérons juste qu'il ne soit pas trop tard. Le temps presse, car au-delà de la menace à court terme que ces médias font peser sur la liberté, l'égalité et surtout la fraternité, eh bien leur soutien assumé aux foutaises climato-rassuristes, de complotisme lié au grand remplacement et négationniste vis-à-vis des données scientifiques freine toute action pour préserver l'habitabilité de la planète Terre et votre avenir. Il est encore temps d'agir en changeant nos vies pour montrer l'exemple. Et surtout, il est urgent de faire pression sur les pouvoirs publics et médiatiques pour qu'ils se montrent enfin à la hauteur. Car quand l'ombre envahit notre chemin, souvenons-nous que c'est une invitation à révéler la force qui sommeille en chacun de nous. Au moment où cette vidéo sortira, nous serons dans la dernière ligne droite, dans la finale des élections législatives. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, que la bataille soit gagnée ou non, la lutte devra continuer. C'était Vince, si ce format vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous souhaite bonne merde et à bientôt sur Limite. Je crois à un certain nombre de choses et j'essaie de les appliquer coûte que coûte, même quand l'histoire me donne un peu tort.